Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui m'accompagne depuis que j'ai rejoint ce groupe. C'est « Personne n'est jamais au bout de son histoire ». Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, à mon micro de Valeurs agitées, j'accueille l'un des experts de l'économie sociale et solidaire. Il s'agit de Nicolas Froissart, co-dirigeant du groupe SOS, qui représente plus de 22 000 salariés et 700 établissements qui œuvrent dans le secteur social. Nous allons passer au 3e épisode pour justement approfondir notre connaissance du groupe SOS. Je vous souhaite une très belle écoute. Je te propose qu'on puisse à présent parler plus précisément du groupe SOS et justement comprendre comment le groupe SOS contribue au développement de ce monde meilleur, comment il œuvre, comment il fonctionne véritablement au quotidien. Donc il a été créé en 1984, donc dans les années SIDA. J'imagine que ça n'est pas un hasard, mais je pense que tu voudras bien nous en parler. C'est vrai que ça m'intéresse de comprendre quelle a été la vision au départ du groupe SOS, quelle était son ambition et quelle est son ambition aujourd'hui. Est-ce qu'elle a évolué ou est-ce qu'elle s'est renforcée? Oui, c'est un groupe effectivement qui est créé en 84 par Jean-Marc Borrello, que moi j'ai rejoint en 2000. Donc j'ai rejoint, c'était une association qui faisait entre 300 et 400 salariés, je ne sais plus exactement, qui en fait, comme tu le rappelais tout à l'heure, plus de 20 000 aujourd'hui. Et qui aujourd'hui effectivement fait beaucoup de choses qui, pour moi, a l'immense mérite de répondre à des enjeux sociaux, sociétaux, en proposant des solutions efficaces et pérennes. Et finalement, quel que soit le sujet aujourd'hui, alors effectivement, on vient de l'action sociale, lutte contre les toxicomanies et VIH, les deux sujets étant malheureusement très liés dans les années 80. Et on s'est développé, je pense, sur deux pieds, l'innovation, c'est-à-dire essayer toujours de répondre de la façon la plus efficace possible à ces enjeux-là, et ne jamais considérer que ce qu'on faisait jusqu'à présent doit continuer pendant toute la vie, mais être capable de réinterroger ce qu'on fait. Voilà, moi j'aime beaucoup ce principe que je vois, qui nous anime depuis ces 23 ans que je passe au sein de cette organisation. C'est ne jamais se satisfaire de ce qu'on a fait jusqu'à présent, toujours réinterroger ce qu'on fait. Et voilà, c'est quelque chose qui est important pour les entrepreneurs, quel que soit le secteur. Et je trouve que chez nous, c'est encore plus présent, et je comprends pourquoi, parce que aussi, on a un impact direct sur la vie des gens qu'on accompagne. Et donc, on a une responsabilité de jamais s'endormir et d'être toujours vigilant à ce que font nos équipes sur le terrain soit toujours vraiment adapté. Et quand on parle d'innovation et d'entrepreneuriat, d'ailleurs, c'est souvent quelque chose d'un peu élitiste. On voit bien effectivement les figures des entrepreneurs, notamment américains, quand on parle d'innovation. Et nous, on essaye d'avoir une vision de l'innovation, de l'entrepreneuriat qui est un peu différente, qui ne repose pas sur une seule personne, mais qui est vraiment partagée. Et on considère que chacun de nos salariés peut avoir une idée hyper intéressante pour améliorer ce qu'on fait au quotidien. Et c'est pas forcément toujours créer un nouvel établissement, un nouveau dispositif, une nouvelle solution. C'est aussi beaucoup, je pense, comment dans mon quotidien, je suis agent d'entretien, je suis éducateur, quelle que soit ma fonction, je peux avoir des choses à dire sur la façon dont je peux
améliorer ce que je fais et dont la façon dont mon établissement, de façon globale, peut être plus efficace. Et je crois beaucoup à cette vision-là et qu'on essaye vraiment de partager au sein de notre groupe. Ça, c'est pour vraiment l'innovation sociale. Et le deuxième pied, c'est plus la rigueur de gestion. On le sait, il y a beaucoup d'associations qui se sont cassées la figure par le passé parce qu'elles étaient mal gérées. Et nous, on a toujours vraiment essayé de travailler la professionnalisation, la rigueur de gestion pour pas simplement avoir à disparaître demain parce qu'on a fait des erreurs de gestion. Ce qui est un peu embêtant quand en plus la vie de nombreuses personnes, la situation de nombreuses personnes et notamment beaucoup de personnes fragiles, vulnérables, dépend de nous. Donc on a aussi cette responsabilité de faire qu'on soit bien géré et qu'on ne mette pas la clé sous la porte demain. Donc voilà, innovation sociétale et rigueur de gestion. C'est vraiment les deux sujets sur lesquels on a beaucoup travaillé, ce qui fait qu'on nous a fait confiance pour créer des nouvelles choses, pour reprendre des associations qui parfois se cassaient la figure. Donc aujourd'hui, continue à gérer beaucoup de structures sociales, on fait beaucoup de choses dans le champ du handicap, par exemple, ce qu'on ne faisait pas à l'époque quand j'ai rejoint le groupe. Mais aujourd'hui, on gère des hôpitaux, des maisons de retraite médicalisées, des structures éducatives qui aident des enfants en situation de souffrance familiale à aller mieux. On les aide à aller mieux, beaucoup de choses sur la transition écologique, la culture. Voilà, finalement, on est un peu sur tous les grands enjeux de société, mais avec ce modèle non lucratif et avec une volonté vraiment d'avoir un impact qui soit le plus important possible. Alors, comment tu pourrais résumer les valeurs socles du groupe SOS? Ouais, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui m'accompagne depuis que j'ai rejoint ce groupe. C'est personne n'est jamais au bout de son histoire. Et donc, quelles que soient les difficultés des personnes qu'on accompagne au quotidien, il y a toujours cette conviction qui est très très forte chez nous et notamment chez nos équipes sur le terrain, c'est que c'est possible de leur permettre de s'en sortir. Et, et nos équipes, elles rencontrent des personnes qui sont parfois dans des états euh, quasi catastrophiques, quoi. Enfin, la grande précarité, des enfants qui ont été victimes de violences toute leur enfance. Enfin, c'est quand même des sujets qui sont très lourds. Et sur la question de l'emploi dont on parle beaucoup aujourd'hui et ensemble pendant ce podcast, on fait beaucoup de choses en matière d'insertion professionnelle, donc des personnes qui ont été au chômage pendant très longtemps, qui ont eu des parcours chaotiques, beaucoup d'accidents de parcours. Donc c'est des problématiques qui sont pas simples, mais on a des histoires extraordinaires parce que de personnes justement qui étaient vraiment au fond du trou et parce qu'il y a cette conviction que personne n'est jamais au bout de son histoire. On va mettre en place des choses, un accompagnement, une écoute, une confiance qui fait qu'au fur et à mesure, la personne va reprendre pied. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise et qui moi, me plaît et me touche beaucoup, même quand je vais sur nos établissements, parce que c'est toujours là. Alors, moi, j'avais été très marqué aussi quand j'avais rejoint cette organisation, donc il y a 23 ans. On m'avait rapidement parlé des injonctions paradoxales qui pouvaient caractériser ces métiers du social, notamment, où il faut être convaincu que ce qu'on fait va être utile. Il faut vraiment être persuadé de ça quand on s'occupe de personnes en grande difficulté. S'il n'y a pas la conviction que ce qu'on va faire pour cette personne-là va lui permettre de s'en sortir, il y a peu de chances que ça marche. Ça, c'est la première injonction. Et la deuxième injonction, qui n'est pas complètement inutile non plus en termes de santé mentale, c'est qu'il faut quand même avoir à l'esprit que ça peut échouer. Euh, et voilà, donc injonction paradoxale, parce que d'un côté, il faut être persuadé que ça va marcher, et de l'autre côté, il faut quand même avoir à l'esprit, quelque part, que ça peut quand même échouer, et qu'on est, en tout cas, on n'est pas seul responsable si ça échoue, et qu'il ne faut pas non plus euh, rentrer en dépression parce que la personne qu'on aura accompagnée, à un moment donné, va rechuter ou va pas Oui. complètement s'en sortir. Et je trouve ça assez passionnant, cette question des injonctions paradoxales. Je pense qu'on pourrait l'appliquer sur plein de choses. On a pas mal parlé de la question climatique. Donc voilà, se dire qu'on a tous un rôle à jouer là-dessus, qu'on peut changer nos pratiques, changer nos comportements au quotidien. Mais bon, on n'est pas seul responsable non plus. Euh, donc voilà, je pense que sur une série de choses, on peut appliquer ça.
Oui, tout à fait. Effectivement, c'est pas parce que la personne rechute que ça veut dire qu'on a fait mal son travail. On Voilà. doit forcément avoir une approche beaucoup plus, systémique parce que l'individu, il est en interaction, dans plein de sphères Oui. quelque part, et d'influence aussi, et j'entendais d'ailleurs ce matin, sur France Inter ou, sur la question des violences sexuelles, à l'égard des enfants, 9,7 milliards d'euros, c'est ce que coûteraient les agresseurs, chaque année. Ce qui m'a un petit peu surprise, même gênée, c'est, le fait qu'on a, ce matin, il parlait beaucoup, de la commission indépendante sur, l'inceste et les violences Oui. sexuelles faites aux enfants et finalement très peu, du rôle, d'appui des associations et de l'aide sociale à l'enfance quand Oui. même, qui gèrent, justement, dans l'urgence, dans ces moments-là, ces situations, tout à fait dramatiques. Bon voilà et je me disais, voilà, il y a plein de gens qui ce matin, ont peut-être été un peu frustrés, parce qu'ils travaillent aussi, Dans ce dans domaine-là. dans ce domaine-là et qui n'ont absolument pas été cités donc voilà, ce sera mon dénonce, ton héros, ou ton héroïne, du jour. Ouais, c'est la faible reconnaissance, dont on parlait, un peu plus tôt de ces métiers-là et il y a plein de choses qui vont pas dans notre société. Moi, j'ai souvent la tendance à dire que plus on est utile socialement, moins on est payé. Plus on est Mmh. utile socialement, on pourrait dire moins on parle de nous aussi, moins on est reconnu. Et ça, c'est problématique parce que le problème, c'est que la société va finir par s'apercevoir à quel point ces gens sont importants. On l'avait vu un peu pendant le Covid, mais on n'a pas retenu la leçon. Et donc, on commence à avoir des crises de vocation, des gens qui quittent ces métiers-là, ou qui n'ont pas envie, ou des jeunes qui n'ont pas envie d'aller vers ces métiers-là, alors que pourtant ça pourrait les attirer, parce qu'ils voient bien justement que la société ne reconnaît pas suffisamment ces métiers-là, ce qui passe beaucoup par la rémunération, pas que, mais qui passe par la rémunération. Et donc on aura un énorme problème le jour où il n'y aura plus suffisamment de personnes qui voudront s'orienter vers ces carrières. Et ça, Complètement. c'est vraiment problématique. Alors, dès qu'il y a un EHPAD ou une structure sociale qui déconne, là, les médias vont se ruer dessus en disant ouais, c'est scandaleux. Et c'est vrai, ça arrive, évidemment. Alors, Mmh. nous, au groupe SOS, on minimise au maximum ce risque parce que, justement, on a beaucoup professionnalisé les choses. On a une exigence qui est sans doute au-dessus de la moyenne et qu'on a mis en place toute une série de dispositifs, de contrôle pour être sûr que ça n'arrive pas, des situations de maltraitance, de dysfonctionnement institutionnel au sein des établissements. Bon, le risque zéro n'existe jamais totalement. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien aussi que les médias, notamment, viennent aussi parler effectivement de tout ce qu'on fait de bien dans ce secteur associatif, ou en tout cas dans ce secteur de l'action sociale ou de l'intérêt général. Et franchement, il y a des choses extraordinaires. Il y a des choses extraordinaires. Donc voilà, il faut s'en Complètement. inspirer pour dupliquer ce qui fonctionne, soutenir davantage ce qui fonctionne. Et parce qu'on on s'en sortira pas dans la façon dont les choses sont faites aujourd'hui. Ça ne va pas. Alors imaginons que je sois, présidente d'une association, qui œuvre, dans le domaine du secteur social, Oui. et que je t'écoute aujourd'hui. Comment rejoindre le groupe SOS? Pourquoi le rejoindre? Quels services, le groupe SOS, offre aux associations? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ben, pourquoi rejoindre le groupe SOS pour aller plus loin, j'ai l'impression. Je pense qu'aujourd'hui, le groupe SOS, pendant longtemps, on a accueilli des associations qui étaient pas loin de se casser la figure et qui finalement n'avaient pas trop le choix. Aujourd'hui, on a de plus en plus des associations qui nous rejoignent parce qu'elles partagent nos valeurs et peut-être surtout parce qu'elles ont envie d'aller effectivement plus loin dans l'impact qu'elles peuvent avoir. Donc aujourd'hui, le groupe SOS, c'est une formidable euh, machine à développer de l'impact. Et une machine avec des valeurs en plus qui sont extrêmement présentes. Donc on peut compter sur des professionnels qui, à un moment, vont challenger votre modèle, qui vont essayer de trouver avec vous, quand vous êtes président d'association, des solutions pour pérenniser, parce que parfois il y a aussi la question de la pérennité de la structure, mais surtout aller plus loin et développer des nouvelles choses ou travailler avec d'autres partenaires qu'on n'avait pas encore identifiés pour, oui, être encore meilleur dans ce qu'on fait. Et c'est un contrat de mariage, hein, grosso modo, quand une association rejoint le groupe. Et donc parfois le contrat de mariage peut mettre des semaines, des mois, des années à être rédigé.
parce qu'une fois qu'on est engagé l'un avec l'autre, c'est difficile de défaire par la suite, parce que quand une association nous rejoint, on peut imaginer que le groupe mobilise ses partenaires financiers, ses partenaires publics pour justement permettre à l'association en question justement d'aller plus loin. Et puis il peut y avoir parfois aussi un soutien du groupe à destination de l'association qui nous rejoint. Donc c'est des choses qui sont quand même assez structurantes, assez profondes hein, en termes de partenariat, de mise en place de coopération. Donc l'association qui nous rejoint, après, elle peut difficilement envisager de quitter le groupe, paf, comme ça, du jour au lendemain, sur un coup de tête, ce qui n'arrive jamais. D'ailleurs, il y a jamais, à ma connaissance, il n'y a jamais eu ce type de volonté des dirigeants d'une association qui nous avait rejoints. Pourquoi ça n'arrive pas? Justement, il y a un énorme travail au préalable de rédaction de ce contrat de mariage, ce fameux contrat de mariage, pour être sûr que chacun, que le groupe SOS comme l'association qui nous rejoint, sont OK sur ce qu'il faut faire, sur la vision, sur la stratégie, et oui, sur ce qu'il faut faire à l'avenir pour que l'association développe encore mieux ses activités. Et donc, quand on prend du temps, mais finalement, sur tous les sujets, hein, quand on prend du temps pour recruter, il y a moins de chances qu'on soit obligé de virer la personne par la suite. Enfin, on peut décliner ce principe. Donc, il y a des choses sur lesquelles prendre du temps, c'est pas en perdre. Et je citais le recrutement, je pense que c'est un bon exemple. Et ce travail, effectivement, qu'on fait de discussion avec des associations qui veulent nous rejoindre, c'est vraiment pas de la perte de temps, c'est vraiment pour être sûr qu'on est OK sur tout. Il y a des choses peut-être sur lesquelles on n'est pas OK, mais du coup, c'est en discuter et puis voir s'il y a des compromis qui sont faciles à trouver. Et puis, une fois qu'on est OK à peu près sur tout, sur les droits et les devoirs de chacun dans cette future union, entre guillemets, eh bien, l'association décide de façon souveraine de nous rejoindre ou pas. On dit parfois que le groupe SOS, qui s'est beaucoup développé ces dernières années, fait des OPA sur le secteur associatif. Fait beaucoup rire parce que les OPA, c'est pas possible dans le secteur associatif. C'est-à-dire qu'une association, tu ne peux pas racheter une association. L'association, elle décide avec son conseil d'administration et son assemblée générale de te rejoindre ou pas. Et si elle n'a pas envie de te rejoindre, elle ne te rejoint pas. Donc, et puis toutes les grandes associations aujourd'hui accueillent d'autres associations, fusionnent, enfin, parce que c'est aussi important aujourd'hui d'avoir une certaine taille parfois dans le secteur associatif pour justement peser un petit peu plus auprès des partenaires bancaires, auprès des partenaires publics, pour réaliser ses activités de façon plus sereine. Alors tu parlais de rigueur de gestion. Est-ce qu'il y a une différence entre, on va dire, la rigueur de gestion d'une entreprise, classique et d'un groupe, SOS, qui relève de l'économie sociale et solidaire? Il y a une logique entrepreneuriale qui est la même, je pense, hein, c'est euh, assurer la pérennité et le développement de ses activités. Donc c'est vrai que la boussole, c'est jamais la rentabilité financière. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Évidemment, il faut qu'on soit équilibré, voire un peu rentable, parce qu'on a évidemment des coûts en termes d'investissement. Il faut qu'on s'assure que nos établissements puissent faire les travaux nécessaires en permanence pour être le plus accueillant possible quand on accueille des personnes dans ces établissements, quand on les héberge, quand on les soigne. Enfin, ça c'est... Donc il y a évidemment un objectif de dégager un peu de résultats par rapport à ces enjeux-là, mais on n'a pas d'actionnaires qui nous disent il faut faire tant de rentabilité à la fin de l'année. Donc ça, c'est super. Par contre, notre boussole, c'est effectivement comment on peut, par exemple, si on se dire à budget constant, comment on peut être encore meilleur et assurer des services de meilleure qualité pour les personnes qu'on accompagne. Ça, je trouve que c'est une boussole qui est hyper enrichissante, qui est super riche, qui est passionnante. Et c'est ça qui nous accompagne au quotidien. Et ça reste une logique entrepreneuriale. Après, la finalité n'est pas tout à fait la même, mais on reste des entrepreneurs qui avons le souci de pérenniser nos dispositifs, de les adapter le mieux possible aux enjeux qui peuvent tous avoir au quotidien. Et donc
Aujourd'hui, comment fonctionne une structure à but non lucratif sans actionnaire? Qui est-ce qui décide? Comment ça se structure? C'est quoi les qui définit les orientations, par exemple? Nous, on a des conseils d'administration comme toutes les associations. On a un conseil d'administration donc avec des bénévoles. C'est ça la spécificité du secteur associatif, c'est que les administrateurs sont bénévoles et ce sont eux qui vont fixer la stratégie et les orientations. Après, moi, je suis dirigeant salarié, donc je suis co-dirigeant, vice-président exécutif, donc ça veut dire que je fais partie ce qu'on appelle nous un directoire, dans lequel on a nos dirigeants salariés qui sont là pour faire respecter les décisions prises par les conseils d'administration et diriger au quotidien nos établissements et l'ensemble du groupe. Voilà un peu comment ça se passe aujourd'hui. Après, on laisse beaucoup d'autonomie quand même à nos établissements. Moi, je prends souvent l'exemple du banc de poissons, c'est-à-dire que le groupe SOS, de loin, on a l'impression que c'est une énorme baleine. Plus on se rapproche, plus la baleine, on voit qu'elle est constituée de petits, de moyens, de grands poissons, parce qu'on a des tailles très différentes, hein. On a des associations toutes petites en termes de salariés, on a des associations très grandes de plusieurs milliers de salariés, et puis on a des savoir-faire très différents aussi, des expertises très différentes, d'où peut-être les couleurs différentes au sein de ce banc de poissons, qui est au final assez multicolore. Et donc ces petits poissons, eh ben, ils ont une marge d'autonomie assez importante parce que notamment quand on gère des structures sociales, par exemple complexes, bah, il vaut mieux avoir effectivement une équipe avec sa propre identité, quasiment sa propre culture d'entreprise, parce qu'ils sont sur des sujets oui, qui demandent une identité et une personnalité forte au niveau de l'établissement. Donc nous, on a toujours fait attention de jamais aller contre ça et de faire en sorte que on puisse faire coexister le groupe avec ses valeurs, avec ses principes de fonctionnement, avec son exigence, notamment en termes de valeurs justement et d'efficacité économique, et que tout ça soit évidemment très conciliable avec ce que font nos établissements et qui puissent eux-mêmes développer oui, une forme de culture d'entreprise qui est parfois spécifique et qui répond à des enjeux sur le terrain qui sont parfois durs, qui sont parfois complexes. Et je pense pas qu'on puisse, dans une organisation comme le groupe SOS, tout harmoniser complètement, parce que si on aseptise les choses, on finira par avoir des professionnels sur le terrain qui ne correspondent pas à ce qu'on attend d'eux. Donc, il faut faire attention à ça. Alors comment tu assures cette, cohérence, j'allais dire cette congruence, globale? À travers le directoire, c'est ça? Oui, alors après, ça passe par beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup travaillé au cours de mon parcours au sein du groupe SOS sur justement le partage des valeurs, sur expliquer un peu la vision du groupe, notamment pour les salariés qui nous rejoindraient depuis peu de temps. Enfin, on essaye vraiment de faire en sorte que tout le monde partage, parce que c'est vrai qu'entre un centre éducatif renforcé en Guyane et des boutiques de commerce équitable Altermundi à Paris, bon, c'est pas forcément le même quotidien. Néanmoins, je pense qu'on partage les mêmes valeurs et la même vision de la société, euh, c'est-à-dire une société basée sur de la solidarité, sur du respect mutuel, sur une vision effectivement très humaine du vivre ensemble. Et voilà, il faut que tout le monde aille dans la même direction. Donc c'est expliquer effectivement pourquoi ce que font les autres peut être très différent de ce que tu fais au quotidien, mais pourquoi c'est quand même, ça a du sens que ça se fasse au sein du même groupe, et pourquoi finalement chacun, vous vous rejoignez au final dans ce que vous faites dans votre job tous les jours. Moi, je travaille beaucoup aussi sur l'animation territoriale aujourd'hui du groupe, donc je travaille en lien permanent avec des délégués territoriaux, qui sont des délégués régionaux et des délégués départementaux. Et donc, on essaye avec ces personnes-là, qui font ça en plus souvent de leur poste de direction d'établissement, de réfléchir à la façon dont nos équipes, je travaille dans un hôpital, bah, c'est pas inutile que que je côtoie des personnes qui travaillent dans des crèches ou dans des structures sociales ou dans des structures culturelles, parce que on le fait beaucoup, c'est important de faire venir la culture aussi dans les établissements qui accompagnent des personnes en difficulté. Donc voilà, qu'il y ait des réflexions permanentes sur j'apprends à connaître l'autre et j'apprends à travailler avec l'autre, et peut-être qu'en se côtoyant, en apprenant à se connaître, on va aussi imaginer des nouveaux projets pour aller plus loin dans ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, on est obligé évidemment, parce qu'on a des métiers qui sont très spécifiques, de travailler un peu en silo.
On a des secteurs, on a 8 secteurs qui sont clairement identifiés, mais c'est important que les personnes de ces secteurs-là puissent se rencontrer, échanger entre elles assez régulièrement. Tu peux nous donner le nom, si tu l'as en tête, des 8 secteurs dont tu parles? Alors, je vais essayer d'oublier personne. Secteur solidarité, qui est le secteur historique du groupe, donc c'est vraiment l'action sociale, comment créer des établissements sociaux dans le domaine du handicap, dans le domaine des addictions notamment, pour permettre à ces personnes-là de se sortir de la problématique qui est la leur. Un pôle handicap effectivement important pour accompagner les personnes en situation de handicap et avec une grande variété de handicap et du coup de réponses apportées par nos équipes. Et finalement, ce secteur solidarité, il a été rejoint par beaucoup d'autres secteurs, mais je crois qu'il guide vraiment nos activités, quelles qu'elles soient. Voilà, on a aussi créé un secteur culture, par exemple, parce que c'est important que la culture rayonne dans nos structures sociales, par exemple. Donc, on a créé aussi après des crèches. Ça, c'est notre secteur jeunesse, qui a d'autres dispositifs, mais dans lequel on peut retrouver des crèches. Et quand on gère des crèches, on va s'interroger sur la façon d'accueillir des enfants en situation de handicap dans nos crèches. On va s'interroger sur la façon d'affecter en priorité des places à des mamans célibataires au chômage. Parce que quand on n'a pas de solution de garde, quand on est dans cette situation-là, c'est très difficile de retravailler ou de passer des entretiens d'embauche. Voilà. Donc ça, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre ça, c'est que notre secteur solidarité, il a été rejoint par beaucoup d'autres secteurs, mais il irrigue finalement un peu tout ce qu'on fait au quotidien et c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Donc il a été rejoint par un secteur jeunesse, je le dirais, un secteur culture, un secteur senior dans lequel on va retrouver nos maisons de retraite médicalisées par exemple, notre secteur santé, nos hôpitaux, notre secteur commerce et services où on a des entreprises d'insertion. C'est important quand les personnes, justement, dans notre secteur solidarité, sont stabilisées et peuvent tout à fait retrouver un emploi. Et ça va être le job, par exemple, de notre secteur commerce et services, dans lequel on va retrouver pas mal de nos entreprises d'insertion, même si on a dans d'autres secteurs aussi. Un secteur transition écologique, un secteur action territoriale, dans lequel on va beaucoup travailler sur comment répondre le mieux possible, notamment d'un point de vue économique, aux enjeux territoriaux. Donc on a créé l'association 1000 cafés par exemple, où on accompagne des territoires et des porteurs de projets pour créer des cafés, lieux multiservices dans lesquels on peut aussi remettre du service public dans des villages de moins de 3500 habitants. Et puis un secteur action internationale pour que tout ce qu'on fait aussi en France de formidable, métropolitaine et outre-mer, rayonne aussi à l'international. Comment on peut utiliser nos savoir-faire pour développer des dispositifs qu'on gère en France, les adapter ailleurs, dans d'autres pays, et aussi développer des ONG. Voilà un peu, je crois que je les ai tous cités, j'espère. Ok, super, merci beaucoup Nicolas. Je t'en prie. Maintenant que vous en savez plus sur les activités du groupe SOS, peut-être que vous vous demandez, finalement, c'est pas du secteur public tout ça? Alors je vous propose d'approfondir cette question dans le prochain épisode avec Nicolas Froissart. À tout de suite. Vous avez aimé cet épisode? Abonnez-vous à la newsletter Valeurs Agitées pour ne rater aucune des prochaines diffusions et laissez-moi 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce podcast est propulsé par France Coaching. France Coaching, c'est bien plus que la référence numéro 1 du coaching professionnel en France. C'est le début de votre réussite. Retrouvez-moi tout de suite sur francecoaching.com.